Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde Égalité femmes-hommes. Pourquoi faut-il autant de temps? Je suis Laura Nunes, la chargée de mission du projet Femmes en Sciences à la FNEUS. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter, ainsi que votre parcours, et nous expliquer votre implication dans l'égalité femmes-hommes, car vous avez toutes et tous des postes dans cette thématique. Très bien, donc je commence. Merci. Donc je suis Isabelle Régnier, je suis professeure de psychologie sociale à Aix-Marseille Université. Je travaille depuis plus de 20 ans maintenant sur les stéréotypes sociaux et notamment les stéréotypes de genre et leur influence sur le fonctionnement cognitif, selon deux axes de recherche qui sont assez classiques dans ce que l'on appelle le champ de la cognition sociale, à savoir d'une part comprendre comment les stéréotypes de genre sont puissants au point de conduire les femmes en sciences, en maths, en physique, en informatique, à produire en fait des performances scolaires, académiques, cognitives qui sont en réalité en dessous de leurs vraies compétences. Ils sont puissants à ce point-là, les stéréotypes, en effet. Et deuxième axe de recherche, comment ces mêmes stéréotypes sont de nature à influencer les évaluateurs et les évaluatrices dans leur perception du niveau de compétence d'autrui, donc des hommes et des femmes, et finalement, par ricochet, comment ces stéréotypes conduisent les personnes en charge des recrutements et des promotions à finalement moins recruter les femmes comparativement aux hommes, dès lors qu'il s'agit de postes en sciences ou même de postes à responsabilité, et ce, indépendamment en fait du réel niveau de compétences des hommes et des femmes. Et c'est à ce titre, finalement, c'est sur la base de ces travaux-là que je mène depuis assez longtemps, que le président de mon université, Eric Berton, m'a confié la mission de vice-présidente à l'égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations, donc à Aix-Marseille Université, afin de mettre en place notamment des actions qui soient adossées aux résultats de la recherche sur le sujet. Alors moi, je suis Mathieu Arbogast, je représente ici le CNRS et plus spécifiquement la mission pour la place des femmes au CNRS, qui a été créée en 2001. Donc c'était assez nouveau à l'époque de créer une entité spéciale, spécialement dédiée à la question de l'égalité femmes-hommes, de l'égalité professionnelle. Et alors depuis, il y a d'autres organismes qui ont aussi fait la même démarche. Et donc moi j'y suis depuis 5 ans maintenant presque, et après un parcours associatif aussi qui m'avait déjà sensibilisé aux questions d'égalité. Bonjour à toutes et à tous, Anissa Benaïssa. Je m'intéresse énormément à la question de l'égalité femmes-hommes et notamment aux violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, ce qui m'a amenée en fait d'abord à militer sur cette question-là quand j'étais étudiante dans une association. Après ça, j'ai travaillé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puis à la CPED, qui est représentée aujourd'hui par Philippe. Et aujourd'hui, je suis formatrice sur ces questions-là dans l'enseignement supérieur, mais pas seulement. J'ai aussi fait des études à l'EHESS pendant lesquelles j'ai travaillé sur les chargés de mission égalité et diversité dans les universités françaises. Alors, Philippe Lyotard, je suis chargé de mission égalité et diversité à l'Université de Lyon depuis 2008. Ça fait un petit moment. Sachant que alors, j'en profite pour dire deux mots qui font le lien avec ce qu'a dit Mathieu et le CNRS. Les premières missions arrivent en France en 2000 dans les universités. Donc 2001, mission pour la place des femmes au CNRS. Donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant qu'on a des actions. Alors, je suis chargé de mission depuis cette date, chargé de mission égalité-diversité, c'est-à-dire qu'on a aussi élargi la question, pas seulement aux questions d'inégalité entre les femmes et les hommes, mais à l'ensemble des discriminations. Et par ailleurs, je suis président de la conférence permanente des chargés de mission égalité-diversité, c'est-à-dire qu'une association qui rassemble l'ensemble des chargés de mission ou des vice-présidentes et vice-présidents, comme par exemple Isabelle Régnier. Comment je suis arrivé là ? Alors, j'ai commencé, moi je suis rentré sur les questions d'inégalité par les violences sexuelles et sexistes dans le sport, puisque j'avais publié un petit ouvrage en 1999. Et cette sensibilité m'a conduit très vite, à partir de 2004, puisque mon université a créé une mission en 2004, à participer aux activités de la mission, puis ensuite à être nommé et à faire le petit bout de chemin dans les missions égalité. Merci à vous quatre. Pour que nous nous saisissions de cette problématique, pour vous, quelle est la première cause d'inégalité entre les femmes et les hommes ?
La première. Je sais pas, moi, je me tournerais vers le CNRS pour avoir la réponse. Alors, je ne sais pas si le CNRS a plus de réponses que l'université, qui produit autant de savoir que le CNRS, à mon avis, et, enfin de l'avis général. Bon, il nous semble quand même que dans le milieu de la recherche, finalement, c'est comme à l'échelle de la société en général, les inégalités de genre, elles sont multifactorielles, hein, c'est-à-dire que les causes sont multiples. Et le personnel est très entremêlé au professionnel. Alors, par exemple, vous pouvez avoir toutes les politiques que vous voulez pour favoriser l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des femmes, mais si les employeurs continuent de trouver que ce n'est pas normal qu'un homme quitte le bureau à 16h30 pour aller chercher ses enfants à l'école, à ce moment-là, on n'avance pas beaucoup. Parce que dans ce cas-là, ce sont toujours massivement les femmes qui se mettent en temps partiel, ce qui nuit gravement à leur avancement. Donc parmi les causes, il y a le fait que pour avancer vraiment, il faut que le reste de la société avance aussi et ne ralentisse pas ou n'annule pas vos propres efforts, hein, parce qu'il y a beaucoup d'interdépendance là-dedans. Et aussi, si on n'agit que sur les femmes, il y a un point où on n'arrive plus à progresser, parce qu'il faut aussi agir sur les hommes. Allez-y, je vous laisse rebondir. Oui, évidemment, on ne peut être que d'accord avec ce que tu viens de dire, Mathieu. Alors oui, tout ça est multifactoriel, et en même temps, il y a un dénominateur commun derrière tout cela. Je vais revenir encore sur ces fameux stéréotypes de genre qui sont tellement ancrés en nous, hommes, femmes, et très tôt d'ailleurs chez les enfants. Dès l'âge de 4-5 ans, les enfants sont capables de dire, alors avec leurs propres mots, mais quelles sont les professions qui sont appropriées pour un homme, quelles sont celles qui sont appropriées pour une femme. Vous connaissez très bien également sur la question des préférences des jouets chez les enfants. La préférence aussi, qu'on entend souvent dire aujourd'hui, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, comme si le cerveau des bébés naissait de façon innée avec de telles préférences. Tout le monde comprend bien que ce n'est pas possible et qu'on est là face à des constructions sociales et culturelles. Eh bien, ces constructions sociales et culturelles, justement, on y est exposé depuis tellement longtemps que ça finit par créer des automatismes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, assez spontanément, notre cerveau a tendance à associer homme et science plutôt que femme et science, ou homme et leadership et capacité de management, alors que finalement, ces caractéristiques sont assez spontanément pas vraiment décelées chez les femmes, et bien évidemment à tort. Et donc ces mêmes stéréotypes, c'est ce qui perturbe justement l'efficacité des actions dont tu viens de parler, Mathieu, et qui font que, oui, même lorsqu'on met en place des actions concrètes pour favoriser justement l'équilibre entre le temps de vie personnel et professionnel, on a encore des barrières qui nous empêchent d'avancer concrètement sur ce sujet, parce que ces barrières nous disent que non, quand même, la place de la femme est quand même plus auprès des enfants, de la maintenance de toutes les affaires familiales, et que donc finalement on va avoir du mal à faire retomber ces responsabilités-là sur les hommes au travail. Encore une fois, ces croyances sont perverses. On pourra y revenir plus avant tout à l'heure. Moi, j'ai envie de compléter ce que vous dites là. Alors, la première raison, je ne sais pas si c'est la première, parce qu'on est d'accord, c'est multifactoriel, on ne peut pas réduire le risque. Si on trouve une raison, il y a un double risque. Le premier risque, c'est qu'il y a une surdétermination de cette raison-là par rapport à d'autres. Et l'autre risque, ce serait de penser qu'on a trouvé la raison et qu'il n'y a plus qu'à agir sur celle-ci pour que tout soit réglé. Or, ce n'est pas le cas. On l'a bien vu dans les exemples qu'a pris Mathieu. On peut transformer un certain nombre de choses, mais si derrière les représentations ne suivent pas, il ne se passe rien. Mais j'ai l'impression que une des premières raisons, quand même, ce sont les différences corporelles, les différences physiques, qui vont assigner durablement les femmes à des fonctions sociales, à des rôles sociaux, notamment de mère, d'épouse. Alors peut-être un peu moins d'épouse aujourd'hui avec les évolutions qui se sont constituées tout au long du XXe siècle, mais quand même, il y a un certain nombre de choses. Dans l'exemple que tu prenais, à 16h30, pourquoi un homme, un cadre va quitter son bureau pour aller chercher ses petits-enfants à l'école, on voit bien que là, il y a une sorte d'assignation d'un rôle social aux femmes en fonction d'une supposée spécificité anatomique. Or, la caractéristique de l'humain, c'est justement de s'organiser collectivement pour pouvoir contrebalancer certaines inégalités ou certaines différences corporelles.
C'est la raison pour laquelle, par exemple, on accueille les personnes âgées dans des établissements spécialisés plutôt que de les laisser mourir. Bon, donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille globalement. Mais une autre raison, il me semble, c'est la question du droit. Alors, je ne vais pas faire un cours d'histoire, en plus, je ne suis pas historien du droit, mais rapidement, si on regarde la Révolution française avec la Déclaration des droits de l'homme 1789, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 1791, donc on a des moments fondateurs. Mais le droit a mis beaucoup de temps à aller vers l'égalité. C'est-à-dire que c'est tout au long du XXe siècle qu'un certain nombre de petites avancées, alors régulières peut-être, mais qui vont nous permettre d'arriver à ce qu'on pourrait encore aujourd'hui estimer comme étant une égalité en droit, mais il y a encore des choses à faire. Mais vous voyez, il a fallu presque un siècle pour qu'en droit, et tant que cette question de droit n'est pas établie, eh bien de fait, les femmes ne peuvent pas avoir de compte en banque, les femmes ne peuvent pas rester en justice, les femmes n'ont pas l'autorité parentale en cas de divorce, etc., etc. Et les inégalités professionnelles, et a fortiori dans les sciences, dans la recherche, etc., puisque les femmes n'ont pas le droit d'y accéder durant un certain temps, enfin historiquement, hein, tant qu'on n'a pas le droit de passer le bac, tant qu'on n'a pas le droit d'aller à la Sorbonne, tant qu'on n'a pas le droit de ceci et cela, ben de fait, ce sont des retards qui sont pris, qu'il faut rattraper peut-être d'abord par le droit. Pour continuer sur votre lancée, je pense qu'on est face à un double retard à l'université. D'abord, un retard vis-à-vis des étudiants qui nous arrivent. En fait, quand ils arrivent, c'est déjà presque trop tard, parce qu'il y a déjà toute une vie de matraquage et de stéréotypes, comme tu disais Isabelle, qui sont arrivés depuis l'enfance jusqu'à l'école primaire, jusqu'au collège, au lycée, qui ont déterminé leur orientation. Donc ça, c'est déjà un premier retard qu'on observe déjà à l'université. Et puis le deuxième retard, c'est comme tu dis Philippe, un retard historique. À l'université, en fait, historiquement, c'était un espace réservé aux hommes, un espace de pouvoir parce que constructeur de savoir, parce que aussi c'est là que se construit la science. Donc forcément, il y a des enjeux qui sont un peu spécifiques vis-à-vis des autres espaces sociaux. Donc on a ce double retard à gérer. Et là, en 2022, on est face à des normes qui sont un peu moins explicites, puisque dans la loi, les femmes ont tout autant accès à l'enseignement supérieur. Dans la loi, elles ont tout autant accès aux espaces de savoir et à la science. Mais pour autant, la science reste androcentrée. Les normes du bon scientifique, entre guillemets, du bon chercheur, toujours entre guillemets, ça reste les normes construites autour d'un homme, de préférence blanc, qui n'a pas d'enfants ou qui en tout cas n'a pas à gérer ses enfants, qui peut donc avoir une mobilité facilitée, avoir des horaires à rallonge, pour montrer en fait que c'est un bon scientifique. Et malheureusement, c'est un modèle qui n'est pas adapté à tout le monde et pas seulement aux femmes d'ailleurs. Merci beaucoup pour vos réponses. Et comment faudrait-il agir efficacement pour faire évoluer les choses d'après vous ? Monsieur Lyotard ? Comment faudrait-il agir ? Déjà, je dirais il faudrait commencer par agir. Et là, ça veut dire que quand je réponds, comme ça, c'est pas une boutade du tout. Ça veut dire que déjà, si on se demande comment il faudrait agir efficacement, c'est qu'on a identifié un problème. Donc la question qui se pose, c'est quel est le problème qu'on identifie ? Par exemple, le fait, je ne sais pas, moi là on est dans une assemblée femmes en sciences. Est-ce que le problème c'est le nombre de thèses publiées par des femmes par rapport au nombre de thèses publiées par des hommes ? Est-ce qu'on peut quantifier ? Bon. Ou est-ce que c'est le problème de l'accès à des postes de maître de conférence ou de chargé de recherche ? Ou dans l'élévation dans la hiérarchie de la recherche et de l'université, c'est le passage aux directions de recherche ou au professorat. Donc, comment on pose le problème déjà de l'inégalité, de quelle inégalité on parle, et après on peut agir à tous les niveaux. Vous agissez en organisant ce congrès, vous agissez. Après, on peut agir au niveau du droit, je l'ai dit. D'ailleurs, la loi sur la transformation de la fonction publique de 2019 a imposé non seulement aux universités, mais à l'ensemble des structures, des organisations de la fonction publique, un plan d'action pour l'égalité professionnelle. Alors certes, ça ne concerne pas les étudiantes et les étudiants, mais ça veut dire que là, il y a une obligation pour toute organisation de la fonction publique à mettre en place quelque chose. Alors comment agir efficacement ? L'idée, c'est justement de voir comment chaque établissement, chaque organisation peut, après avoir évalué la situation locale,
proposer des priorités sur 3 ans qui vont lui permettre d'agir. Donc voilà, par exemple, il y a le cadre légal, il y a le cadre réglementaire, il y a ensuite les incitations, enfin il y a plein de choses, mais pour moi c'est comme pour la source, il n'y a pas une seule manière d'agir, il y a une pluralité de manières d'agir en fonction de ce que l'on se fixe comme priorité. Oui, tout ça c'est très très important et justement pour rebondir, il y a en effet un cadre maintenant national, comme Philippe vient de le dire, et ce cadre national, ces incitations fortes nationales, elles sont également encouragées par un cadre européen. Aujourd'hui, la Commission européenne va peut-être même encore un petit peu plus loin, puisque non seulement effectivement elle demande à ce que les institutions soient capables de montrer leur plan d'action à l'égalité professionnelle entre femmes et hommes pour être éligibles au financement européen de la recherche, mais elle va plus loin puisqu'elle impose un certain nombre justement d'actions qui doivent figurer dans ces plans justement, pour que ces plans ne soient pas juste, on va dire, des coquilles que certains pourraient dire, allez, vides, hein, et qu'on a coché la case, merci, pour dire, ben voilà, on fait ce qu'il faut. Pas complètement, parce qu'on sait quand même aujourd'hui, grâce aux résultats de la recherche, quelles sont l'efficacité en tout cas de certaines actions. Et la Commission européenne a fait justement de la question du genre dans les projets de recherche donc un critère obligatoire, un critère d'éligibilité, d'évaluation et de classement. Et parmi les actions requises dans les plans d'action, il y a la formation des personnes qui sont en charge des recrutements et des promotions au sein du CNRS, au sein des autres instituts de recherche, au sein des universités, qui sont en charge donc des recrutements des enseignants-chercheurs, des chercheurs, bien sûr, hommes et femmes. Et ça, c'est un vrai progrès, justement, parce qu'en termes d'action forte, quand vous posez la question de pourquoi est-ce qu'il faut autant de temps, justement, pour faire bouger tout ça, quelles sont les actions, mais pourquoi il faut autant de temps ? Parce que tout ça, c'est ancré depuis tellement longtemps en nous, quelles que soient nos convictions d'ailleurs, quels que soient nos engagements, notre militantisme, nos convictions personnelles, nos croyances, tout cela est ancré tellement fortement en nous que nous devons aussi nous battre parfois contre nous-mêmes et faire attention à tous ces biais implicites, ces biais cognitifs qui nous amènent dans des situations de recrutement, de promotion, de sélection, et bien souvent à préférer un homme plutôt qu'une femme à des postes scientifiques. Juste un exemple très concret. Peut-être vous connaissez cette expérience qui commence à être assez célèbre aujourd'hui, qui a été publiée en 2012 dans une bonne revue, on va dire, de la communauté internationale, qui est la publication de Corinne Moss-Racusin aux États-Unis, qui est connue sous le nom du CV John Jennifer. C'est la première expérimentation qui a clairement démontré un effet de discrimination de genre à l'encontre des femmes. Expérience très simple, les chercheurs ont pris un CV complètement identique et l'ont proposé à des personnes habituellement en charge des recrutements dans les universités américaines en sciences, physique, chimie, mathématiques. Et ce CV, la seule différence, c'est qu'il était présenté soit comme le CV de Jennifer, soit comme le CV de John. Sur tous les critères d'évaluation de la grille qu'utilisaient donc les évaluateurs et évaluatrices pour choisir le candidat ou la candidate, bien sûr, tous les critères d'évaluation, Jennifer était évaluée plus négativement que John. Elle était évaluée comme moins compétente, elle était évaluée comme moins digne d'être recrutée, comme moins digne de bénéficier de mentorat, dont vous savez que c'est très important aux États-Unis, hein, bénéficier du mentorat, c'est-à-dire du coaching de la part des autres membres du labo quand on recrute une personne junior. Et puis surtout, la différence de salaire estimée pour cette première embauche favorisait très nettement John. Et il s'agit bien ni plus ni moins ici de la discrimination de genre, puisqu'il n'y avait aucun autre élément objectif dans la situation pour justifier une telle différence d'évaluation et de décision. Chose importante quand même, c'est que cette étude publiée en 2012 vient d'être répliquée en 2020 et publiée dans Science Advances par la même équipe, dans le cadre, je trouve, d'une interrogation assez pertinente aujourd'hui, puisque les auteurs ont répliqué la même chose dans le domaine de vétérinaire. Et pourquoi là c'était important ? Parce qu'on entend souvent dire non mais attendez, grâce ou à cause, certains diront des quotas, nous avons la parité maintenant qui est bien installée dans certaines disciplines, dans certains comités décisionnels, etc. Donc puisqu'il y a la parité, puisqu'il y a autant d'hommes que de femmes dans les jurys, dans les commissions décisionnaires,
il n'y a plus de problème, il n'y a plus de discrimination. Eh bien, les auteurs ont voulu savoir si c'était le cas. Justement, la profession de vétérinaire est intéressante, puisque pendant longtemps, c'est une profession qui a été dominée par les hommes, mais depuis une petite dizaine d'années, il y a la parité, voire même un léger avantage pour les femmes. Et donc, les auteurs se sont demandé, est-ce que cela signifie que puisqu'il y a la parité dans cette profession-là, il n'y a plus de discrimination ? Et donc, ils ont pris des évaluateurs, évaluatrices, des recruteurs, des RH, en charge de procéder à des recrutements de vétérinaires. Ils leur ont proposé exactement le même CV, celui de Marc ou celui d'Elisabeth, qui était donc strictement identique en tout, sauf le sexe, donc de la personne qui candidatait. Et chose intéressante, ils ont remarqué qu'il y avait finalement deux conceptions parmi les évaluateurs et évaluatrices. Il y avait ceux et celles qui déclarait très clairement que, ah ben oui, puisqu'il y a la parité aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'y a plus de discrimination de genre, l'affaire est réglée. Mais une autre moitié des évaluateurs et évaluatrices qui déclaraient pas tout à fait la même chose, qui déclaraient, ah, c'est pas parce qu'il y a la parité qu'il y a nécessairement plus de discrimination, il faut probablement rester vigilant. Eh bien, voilà ce que donnent les résultats. Les évaluateurs et évaluatrices qui disent, oh, s'il y a la parité, c'est qu'il n'y a plus de discrimination. Eh bien, en fait, discriminent, puisque, comme dans l'étude de 2012, ces personnes, hommes comme femmes, vont évaluer plus négativement le CV d'Elisabeth comparativement au CV de Marc, vont prendre des décisions de recrutement en faveur de Marc, et encore une fois, une estimation du salaire pour cette première embauche bien plus élevée pour Marc que pour Elisabeth. En revanche, pour les évaluateurs et évaluatrices qui expliquait que, oula, attention, ce n'est pas parce qu'il y a la parité que ça veut dire nécessairement qu'il n'y a plus de discrimination, probablement qu'il faut rester vigilant. Eh bien, ces évaluateurs-là, quel que soit leur sexe, ont effectivement été vigilants et n'ont pas fait de différence dans l'évaluation du CV entre les deux candidatures et n'ont pas fait de différence non plus dans la proposition du salaire pour cette première embauche. Donc, vous voyez, il y a quand même, certes, du négatif, mais il y a du positif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère qu'il faut toujours être vigilant, eh bien, on peut mettre du contrôle, justement, sur ces fameux biais automatiques implicites qui, si on n'y fait pas attention, vont venir pourtant déterminer nos décisions, hommes comme femmes. Merci beaucoup. Oui, peut-être Mathieu. Si je peux faire un lien entre ce que vous venez de dire, c'est que finalement, que ce soit au niveau du droit ou par l'incitation financière finalement de l'Union européenne, il y a cette question de l'incitation ou de l'obligation, c'est deux approches différentes mais qui tendent un petit peu dans la même direction. On voit à quel point c'est important parce que sinon, effectivement, l'expérience le montre, s'il n'y a pas une obligation de formation, de sensibilisation, les personnes vont continuer à discriminer en pensant qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, moi je suis quelqu'un de bien, je ne discrimine pas. C'est pas si simple que ça. Ça ne veut pas dire que les gens sont méchants ou quoi. C'est plus compliqué que ça, évidemment. Et nous, CNRS, pour reprendre la question de l'efficacité, finalement, on est très différent d'une université parce qu'on est sur tout le territoire. On a un siège, on a un découpage régional, on a des entités locales. Et en fait, au début, on s'est beaucoup focalisé, à juste titre, sur les responsables de l'établissement. Parce qu'il faut un soutien. Il faut un soutien. Et aussi parce qu'il y a des personnes, alors en anglais on appelle ça les gatekeepers, il y a des personnes qui ont un pouvoir de blocage ou au contraire de facilitation. Et ces personnes, c'est les personnes qui sont à des endroits en résumé, de pouvoir. Alors il y en a à différents niveaux, mais du coup c'est normal de commencer par la direction. Mais après, si on veut vraiment parler d'efficacité, il faut décliner, il faut déployer tout un réseau, et ça on l'a fait progressivement, mais on n'y est pas encore, c'est en cours. Il faut aller vraiment là où sont les collectifs de travail, et ça prend du temps aussi. Et voilà, donc on est dans une démarche d'efficacité, mais c'est encore un travail en cours, on va dire. Moi, je voulais peut-être aussi dire quelque chose qui est ni sur l'obligation ni sur l'incitation, mais qui est plutôt sur la transformation de sa propre culture.
C'est-à-dire que l'enjeu, on le verra tout à l'heure, des études de genre, c'est aussi de révéler des choses qui sont invisibles, en fait, dont on n'a pas conscience. Mais à partir du moment où on en a conscience, de fait, ça modifie complètement notre façon d'être et nos relations aux autres. Et notamment, je pense que ce soit dans les laboratoires de recherche, dans les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche, il y a un point important à mettre en place, c'est que j'ai l'impression que, comme tout à l'heure ça a été dit, la question des femmes en sciences, ce n'est pas une question de femmes. C'est une question de sens, c'est une question de science, c'est une question de collectif. Et donc, il y a un premier enjeu qui consiste pour moi à mettre en place, surtout dans les milieux majoritairement masculins, puisque dans les milieux masculins, dans certaines disciplines scientifiques, il y a vraiment quantitativement une grande inégalité, que ce soit dans les filières de formation, que ce soit dans les laboratoires, etc. C'est à partir du moment où on travaille sur l'égalité, on est obligé, par exemple, de modifier les petites blagues qu'on va faire, les petites humiliations qu'on va produire au quotidien. Et donc, ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y ait une responsabilité qui soit prise par les chercheurs, par les étudiants, par les directeurs de recherche, par les professeurs, directeurs de labo, etc., pour mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui une safe place, c'est-à-dire un espace qui est un espace protégé, un espace bienveillant, un espace respectueux, un espace où on arrête de faire des remarques sur les femmes qui sont encore en réunion en leur demandant si c'est leur mari qui fait faire la cuisine ce jour-là. Donc ça, c'est des choses, c'est vraiment une participation à la transformation culturelle des rapports entre les femmes et les hommes. Et pour cela, pour moi, c'est vraiment un enjeu fort, parce qu'on s'aperçoit que les jeunes femmes isolées dans les métiers de la recherche, dans certaines disciplines, elles ont deux stratégies. Ou bien elles acceptent, elles disent, bon, c'est comme ça, de toute façon, tant pis, hein, on les connaît, c'est pas drôle, mais bon, c'est toujours fait comme ça. Ou alors, elles vont être peut-être dans une revendication qui va les stigmatiser comme étant la féministe de service, ou celle qui n'a pas d'humour, ou celle qui n'est pas drôle, etc. Pour moi, j'ai toujours été très surpris, parce que quand ça se passe dans un collectif, ça veut dire qu'il y a un problème quand même. Si l'un ou l'autre du collectif se retrouve isolé, source de moqueries qui ne sont jamais méchantes, qui ne sont jamais présentées comme telles, ça me pose un problème quand même. Et c'est ce problème, selon moi, c'est-à-dire c'est ce sexisme environnant, qui est aussi une justification, voire une rationalisation, après des inégalités dans les choix de postes, dans le fait que, eh bien, on voit bien l'utilisation qui est faite au plus haut niveau de la recherche par les postes de pouvoir, justement, qui vont plutôt utiliser les petites mains de la science, qui sont plutôt des femmes, dans la hiérarchie de la recherche. Et puis, dernier point, en fait, je voulais dire aussi que l'enjeu, c'est de multiplier, ça suppose la sensibilisation, alors bien sûr sur les stéréotypes, mais aussi une réflexion permanente sur comment ce que l'on produit, enfin ce que l'on fait, produit ce que l'on cherche à combattre. Parce que personne ne va être contre l'égalité. Aucun patron de laboratoire va être contre l'égalité. En revanche, qu'est-ce qui fait que malgré tout, quand on regarde ton labo, il n'y a qu'une femme sur 15, ou quand tu fais un colloque scientifique, comité scientifique, il n'y a que des hommes quasiment, et tu vas mettre une femme ou deux parce que sinon l'université va un peu râler ou le CNRS va tiquer. Non, à quelles conditions je mets en place quelque chose qui va révéler, qui va traduire, et qui au quotidien va faire que les jeunes femmes qui sont là, elles vont se dire j'ai ma place. J'ai ma place dans cet espace, et ça suppose donc, je termine, que les valeurs qui sont affirmées dans le collectif ne soient pas uniquement les valeurs de la performance de la recherche, parce qu'un bon labo, c'est un labo qui publie, mais un labo qui publie et qui laisse de côté un certain nombre... Enfin, moi, je viens du sport. Si on laisse de côté les gens dans l'équipe, l'équipe, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait justement une bienveillance, une attention portée à tous et à toutes, et non pas seulement une focalisation sur les axes de la performance. Merci beaucoup. Vous nous avez présenté votre parcours au début de cette table ronde. Dans vos différentes missions et lieux de travail, quelle est la tendance au niveau de l'égalité entre les femmes et les hommes? Y a-t-il des plans ou programmes mis en place pour l'atteindre? Allez-y, je vous en prie. Ce qui est intéressant de voir ces dernières années, mais Philippe, tu vas nous confirmer, parce que je pense que c'est toi qui est là depuis le plus longtemps, c'est qu'on est passé d'une culture du déni à une culture qu'on pourrait appeler peut-être de l'affichage sur les questions d'égalité et en particulier de violences sexuelles, à savoir que l'université, historiquement, s'est un peu construite sur le mode de « on est trop intelligent pour être sexiste, on est trop intelligent pour être violent ». Alors qu'en fait, l'université, comme tout autre espace social, est imprégné et aussi producteur
de sexisme, de discrimination et de violence. Donc on est passé historiquement de cette phase-là de déni à, depuis quelques années, un changement de paradigme qui s'est fait assez lentement mais assez sûrement, et qui va plutôt maintenant valoriser, vous me direz si vous êtes d'accord, le fait que les universités, si elles se positionnent pour l'égalité, finalement ça leur apporte aussi des points maintenant. Et en particulier dans la compétition internationale, une université qui se positionne avec une politique claire contre les violences sexuelles, pour l'égalité, contre les discriminations, ça peut être un facteur en termes de communication, disons que c'est plutôt bien vu. Alors après, ça ne veut pas forcément dire que les politiques vont suivre derrière et que ce sera efficace, mais il y a quand même ce changement-là qui est fait. Philippe, tout à l'heure, a mentionné l'existence des plans d'action pour l'égalité qui sont en cours là en ce moment dans toute la fonction publique. Et c'est devenu un nouveau cadre de travail pour la plupart des personnes qui travaillent sur ces questions maintenant dans l'université, en particulier les missions égalité femmes-hommes. Donc maintenant, on va être structuré autour de 5 axes, les 4 premiers étant globalement sur les carrières et le dernier sur la lutte contre les violences sexuelles et les discriminations. Et je pense que ces prochaines années, ce cadre-là, il va être de plus en plus important, d'autant plus que ces plans d'action-là, qui du coup sont obligatoires par la loi, imposent des sanctions pour les établissements de la fonction publique qui ne respecteraient pas ce plan, ce qui est quand même assez inédit, parce qu'avant ça, on fonctionnait surtout avec des circulaires, avec des plans, qu'on pourrait appeler de la soft law, c'est-à-dire il n'y a pas de sanctions derrière, c'est plutôt de l'incitation. Donc on est passé quand même de politique d'égalité femmes-hommes qui fonctionnait sur l'incitation à une loi maintenant qui est vraiment inscrite dans le marbre avec une sanction à la clé, quoi, ce qui est quand même extrêmement différent en termes d'enjeux. Et on a vu d'ailleurs l'année dernière que de plus en plus d'établissements du supérieur prenaient la mesure de l'enjeu justement parce qu'il y avait des sanctions, et que ça imposait aussi de travailler pas seulement avec que les chargés de mission égalité, mais aussi avec les ressources humaines, avec toute l'organisation. Et donc du coup, ça a forcé aussi les universités à dépersonnaliser les politiques d'égalité, parce qu'avant, même encore maintenant, hein, ça fonctionne beaucoup sur les missions égalité qui sont chargées de faire des choses, et puis autour, l'organisation qui se déresponsabilise un peu en se disant, bon, il y a quelqu'un qui est chargé de le faire, nous, on ne va pas s'en occuper. Alors que normalement, c'est quand même une question collective, quoi. Alors, j'étais très fier tout à l'heure, voilà, de dire on a été au CNRS, on a été les premiers, on était là avant. Donc normalement, ça voudrait dire qu'on a pris de l'avance, qu'on est allé encore plus loin, que maintenant, même 2021, c'est bon. Voilà, on peut vous montrer de quelle manière atteindre l'égalité parfaite. Suivez notre exemple, ça y est, on y est arrivé. Si on est un peu réaliste, on n'y est pas encore. Donc, avoir commencé avant, ça ne veut pas dire qu'on est allé plus loin ou qu'on a fait mieux. On peut juste dire que, effectivement, voilà, après il nous a fallu quelques années. Les plans d'action, ils sont obligatoires depuis cette loi de 2019. On en avait un en 2014. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on avait entamé une démarche d'essayer d'avoir une démarche concrète. Alors du coup, ça produit quand même certains effets, et on en est, je dirais, ouvert à moitié. Je ne vais pas spécifier parce que y a des résultats effectivement, en particulier. Alors, au CNRS, donc il n'y a pas d'étudiants, parce que ceux qui se rapprochent le plus des étudiants, c'est les doctorants et doctorants, qu'on va plutôt considérer comme des jeunes chercheurs. Donc on a à peu près la moitié du CNRS, où c'est des personnes qui sont chercheurs et chercheuses de métier, et l'autre moitié qui sont, souvent on emploie l'expression de personnel de soutien à la recherche. Alors ça englobe tous les autres métiers, finalement, du laboratoire à la communication, en passant par les finances ou autres. Il y a des progrès très nets, vraiment indéniables, côté chercheurs. Il y a une proportion de chercheuses donc de femmes parmi
l'ensemble chercheurs et chercheuses, une proportion de femmes qui augmente continuellement. Voilà, ça c'est vraiment, là, il n'y a pas de coup d'arrêt, ça continue. Et aussi, parce que c'est quand même, enfin c'est pas le principal, mais c'est aussi important, de plus en plus elles ont des carrières qui se rapprochent de celles de leurs collègues masculins, ce qui n'était pas le cas avant. Hein, il y avait beaucoup moins de femmes qui atteignaient le... Alors il y a deux grandes catégories. Il y en avait beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins de femmes qui atteignaient le niveau supérieur, alors que pour les hommes, c'était la voie normale de passer à l'échelon supérieur, passer de chargé de recherche à directeur de recherche ou directrice de recherche pour les femmes. Donc là, on a des choses qui vraiment s'améliorent et qui sont assez solides. Là, vraiment, il y a un rapprochement dans les deux cas. Mais il y a aussi les personnels de soutien à la recherche, qui sont la moitié des personnels du CNRS. Et là, les choses avancent beaucoup moins vite. Sur deux plans. Déjà, il y a la question des chiffres, mais en fait, souvent on s'est dit, voilà, là où il n'y a pas assez de femmes, il faut augmenter la proportion de femmes. Mais en fait, quand il y a 2/3 de femmes et seulement, entre guillemets, seulement 1/3 d'hommes dans la catégorie professionnelle qui est la moins payée, qui sont les techniciens et techniciennes, on est loin de la parité aussi. Et il nous a fallu du temps pour nous dire, mais c'est tout aussi problématique. Hein, donc, voilà, on s'est focalisé sur un des problèmes, il en reste à régler, et aussi il y a une chose sur laquelle on observe une très grande stabilité, et là on revient directement à ce que disait Isabelle, c'est une spécialisation des métiers. Il y a cette ségrégation professionnelle horizontale entre des métiers très masculins, des métiers très féminins, et là on voit très peu d'évolution sur 20 ans. Les métiers très masculins sont restés à peu près aussi masculinisés en pourcentage, et inversement. Donc voilà, des progrès indéniables, mais on est en train de faire un petit peu évoluer notre regard pour se dire qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas encore prêté suffisamment attention, et ce n'est pas du tout les mêmes leviers d'action, et ça nous demande de cogiter pas mal, parce que ce n'est pas du tout les mêmes manières d'y remédier. Tout à fait. Je voudrais compléter tout ce qui vient d'être dit par deux choses. La première, c'est que peut-être une différence qui est en train d'apparaître maintenant, justement avec les injonctions que l'on vient de voir, nationales, européennes, c'est que jusqu'à présent, qui finalement allait spontanément vers les formations qui étaient proposées, que ce soit les formations dont va parler Anissa tout à l'heure sur les violences sexuelles, sexistes, ou alors sur les formations, sur les stéréotypes, etc. Qui allait spontanément vers ces formations ? Eh bien, déjà les personnes sensibilisées, c'est-à-dire les personnes, même que j'évoquais tout à l'heure dans le cadre des 2 études de Corinne Mosracussin, c'est-à-dire les personnes qui considèrent que oulala, c'est pas parce qu'il y a la parité aujourd'hui qu'il n'y a plus de discrimination, il faut probablement faire attention. Ce sont ces personnes-là qui allaient spontanément vers les formations. Alors que les personnes qui disent oh non, s'il y a la parité, il n'y a plus de discrimination, ces personnes-là n'y vont pas vers les formations spontanément. Et c'est ça le problème. Et justement, avec les injonctions nationales européennes qui arrivent depuis 2019, depuis 2020, on peut espérer un tournant parce que cette fois-ci, les formations vont toucher tout le monde, et y compris les personnes qui n'iraient pas spontanément vers ces formations et qui pourtant en bénéficieraient sans nul doute. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, et je reviens sur ce que Anissa a dit tout à l'heure, toutes les actions qui portent sur la mise en place de dispositifs de signalement des violences sexuelles, sexistes au sein des universités, des établissements publics en général, ne sont pas du tout à déconnecter de tout ce qui se passe en termes de recrutement, mais aussi de vie au travail, parce que quand on est une femme et quand on est dans les filières scientifiques, quand on est dans les postes à haute responsabilité au CNRS ou dans les universités, la qualité de vie au travail au quotidien est fondamentale. Or, et c'est ce que rappelait Philippe tout à l'heure également, subir au quotidien des petites vexations parce qu'on est une femme,
Lorsqu'on manage une réunion, s'entendre dire que, oulala, elle serait pas un peu agressive là, alors que finalement, on a une femme qui est en train de prendre la parole et qui, avec son charisme, avec son leadership, essaie de manager la réunion de la même façon que le ferait un homme. Sauf que lorsque c'est un homme, on va célébrer son assertivité, son charisme, son leadership, alors qu'une femme qui a le même comportement est bien souvent considérée comme beaucoup trop autoritaire, un peu agressive. Certains se risqueraient même au qualificatif. Elle ne serait pas un peu hystérique, non? Donc, tout ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Toutes ces vexations au quotidien, et même au-delà, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on sous-estime probablement très largement tout ce qui relève du harcèlement sexuel, de l'outrage sexiste au sein de nos institutions, y compris dans les plus hauts niveaux. Et non seulement procéder au signalement, mais comme tu le disais tout à l'heure, Anissa, procéder à la sanction de tout cela va nécessairement nous aider aussi à la prévention de ces actes qui ne sont pas appropriés, évidemment, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Donc, tout ça est complètement complémentaire et ça se tient, en fait. D'ailleurs, d'où la présence dans les plans d'action. Tu parlais de différents axes. Dans les plans d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes, il y a aussi, évidemment, tout ce qui relève de la lutte contre les harcèlements, les violences et les discriminations. Oui, c'est ce que je voulais dire aussi sur la question de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait dans les établissements, en fait. Donc, il y a un cadrage, on l'a vu, il y a un cadrage légal, mais il faut se méfier effectivement de peut-être la confusion entre certains termes. La parité, ce n'est pas l'égalité. Ça, c'est une première chose. Et donc, quand on produit des chiffres, l'enjeu, c'est de produire des chiffres pour objectiver une réalité, mais il faut se méfier de la photo. Parce que la photo, elle révèle quoi, en fait? Qui est sur la photo, qui est devant, qui est au centre, qui est sur les marges? Et la question, par exemple, se pose sur les chiffres à 2 niveaux, au moins, enfin, j'en donne 2 à titre d'illustration. D'abord, par exemple, les inégalités, on va les retrouver en matière de salaire. Quand on fait ce qu'on appelle un rapport de situation comparée, c'est-à-dire quand on regarde toutes les situations identiques dans l'établissement et qu'on compare en fonction de la variable genre ce que les hommes et les femmes touchent, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des écarts importants. Et alors, c'est toujours surprenant parce qu'on dit nous sommes la fonction publique, nous avons des grilles de salaire, et comment se fait-il qu'il y ait de tels écarts? Ça s'explique facilement. Quand, vu que les salaires sont aussi liés à des progressions de carrière, plus on progresse vite, plus on gagne vite de l'argent, enfin plus que les autres. Donc, on peut tout à fait expliquer en fait. Donc l'enjeu, c'est d'objectiver et après de se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres? La parité, il y a effectivement peut-être 50%. Enfin, moi, c'est souvent mes collègues de santé qui me disent ça. Ah, mais en médecine, il n'y a que des femmes. Et ce que je leur réponds, c'est elles sont où? Elles sont où les femmes? Elles font quelle spécialité? Elles font quelle formation? Combien y a-t-il de femmes directrices de cliniques, professeurs hospitalo-universitaires, etc. Donc, c'est pas il y en a autant, il y en a autant, mais elles font quoi et qui fait quoi? Donc, ça aussi, c'est important de discuter des chiffres pour lever l'illusion d'égalité. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire, enfin qu'on fait, mais qu'on doit poursuivre régulièrement. Ensuite, sur la question de ce qui se passe, je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit Isabelle, aujourd'hui on arrive à une approche globale. On doit intégrer cette question d'égalité à tous les niveaux, en fait. Que ce soit la question de la sensibilisation, notamment des étudiantes et des étudiants, mais aussi des personnels, la formation des personnels et de tous les personnels. Et on a en France, en tout cas, une difficulté à former la gouvernance, à former les responsables. Celles et ceux qui prennent des responsabilités se considèrent en général comme étant par nature déjà formés, vu qu'ils sont déjà directeurs ou présidents ou vice-présidents. Donc ça suffit pour connaître tout, en fait. Donc ça, c'est quand même une limite. Mais cette approche globale, j'en vois quand même des effets indirects. Alors, j'en vois 2 effets indirects. Je vais en donner 2 exemples là aussi. Premier effet indirect, c'est ce que tu disais à propos des violences sexuelles et sexistes. Le fait de vraiment travailler sur ces violences, le fait de mobiliser l'établissement, parce qu'un dispositif, ce n'est pas le dispositif d'une mission, c'est le dispositif d'établissement, ça suppose que l'établissement s'engage. Et il s'engage en général non pas en rassemblant des militantes ou des militants autour de cette question,
ce qui a longtemps été aussi le cas des personnes qui s'engageaient dans l'égalité, mais le personnel de l'établissement qui, ès-qualité, va siéger, des personnes des ressources humaines, des personnes des affaires juridiques, des personnes des services de santé, etc., etc. Donc ça veut dire que des personnes qui ne sont pas forcément a priori sensibilisées à ces questions intègrent la question de l'égalité. Et puis, aujourd'hui, on a des formations du ministère. Le ministère a proposé des formations sur les violences sexuelles et sexistes, mais il y a aussi des formations qui portent sur les sections disciplinaires. Ça, c'est super intéressant parce qu'une section disciplinaire, le fait de sensibiliser des gens qui ne sont pas du tout sensibilisés à la question, aux violences sexistes et sexuelles, de fait, ça ouvre la réflexion. Parce que ces personnes, peut-être qu'elles auront peu de cas à traiter et que la plupart des réunions concerneront des problèmes de malversation financière ou des problèmes d'abus de pouvoir, etc. Mais quand même, la sensibilisation de ces personnes qui ont un rôle important en matière de sanctions dans l'établissement, c'est une façon, finalement, d'élargir cette culture de la vigilance à l'ensemble de l'établissement. Je vous remercie. Madame Régnier, vous avez parlé de stéréotypes de genre lors de la première question. Quelle est l'importance de la recherche sur ces stéréotypes de genre pour faire progresser l'égalité ? Ça, c'est une très vaste question. Alors, bon, je crois que j'ai donné déjà un ou deux exemples, justement, de ce que la recherche peut nous dire, justement. Mais je vais vous en donner au moins deux autres. On entend souvent dire qu'il y a une action intéressante, importante à mettre en place pour favoriser l'orientation des filles, des femmes vers les filières scientifiques, puisqu'on parle de femmes et sciences aujourd'hui. Et donc, une façon de faire, c'est d'amener, par exemple, dans les collèges, dans les lycées, des modèles féminins de réussite en sciences. Donc, pour mettre en avant ces femmes qui ont réussi leur carrière scientifique. Alors oui, effectivement, c'est une excellente idée, mais justement, la recherche va venir nous expliquer quand même quelques éléments importants pour garantir l'efficacité d'une telle action, parce que tous les modèles féminins de réussite en sciences ne vont pas être efficaces. En gros, pour vous donner un petit raccourci, ça ne sert pas grand-chose d'aller mettre en avant Marie Curie devant les collégiennes et les lycéennes, parce que Marie Curie, elle est un peu trop morte. Elle est un peu trop morte et puis elle n'est pas du tout de notre génération. Or, pour que des modèles féminins de réussite en sciences puissent avoir un effet bénéfique, il est important que ces modèles puissent déclencher une identification, une assimilation de la part des élèves. Ils disent « Ah ben oui, moi je peux lui ressembler, je peux faire comme elle ». Et donc pour ça, là, justement, la recherche scientifique sur le sujet a identifié que des bons modèles, c'est des modèles qui ne sont pas trop différents en âge. Donc en gros, tu parlais de doctorants et de doctorantes tout à l'heure, oui, probablement que les doctorantes qui font une thèse en sciences sont les modèles les plus appropriés pour aller discuter avec les collégiennes, avec les lycéennes, pour leur expliquer ce qu'elles font et comment elles réussissent. Autre critère, justement, extrêmement fondamental, c'est qu'il ne faut pas présenter des modèles féminins de réussite en sciences qui seraient des génies. Dont on pourrait s'imaginer que, ouais, ok, elle est née, elle avait ça, elle avait le don. Donc, puisqu'elle a le don, moi je ne l'ai pas. L'écart est trop grand, je ne vais pas y arriver. Non, des modèles féminins de réussite en sciences, ce sont des femmes qui ont développé leurs compétences en travaillant comme tout le monde, parce que, oui, les compétences, elles se développent en travaillant. Voilà, même Einstein, il travaillait beaucoup. Il ne s'est pas venu comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de ce que la recherche peut amener. Et d'ailleurs, on y a avec ça une action dont le CNRS est partenaire, justement, avec Femmes et Sciences. C'est l'action des portraits XXL, les femmes en sciences XXL. Vous savez, on expose dans une ville, dans des lieux stratégiques de la ville, des grands portraits de femmes en sciences, mathématiciennes, physiciennes, chimistes, informaticiennes, etc. Et ça a un autre impact, en fait, où on voit sur ces affiches, certes une femme, mais on voit représenter les outils de sa science, de son travail au quotidien. Donc oui, cela peut permettre aux filles, aux autres femmes de s'identifier, mais pas seulement. Il y a un autre intérêt à cela, c'est que mettre ces grands portraits dans des lieux stratégiques où finalement tout un chacun, homme comme femme, jeunes comme plus âgés, vont passer devant régulièrement, tous les jours, en allant prendre le métro, en allant au travail, en rentrant à la maison. En fait, notre cerveau, automatiquement, il va traiter l'information. Et il va finir par
peut-être créer une association qui manque cruellement pour l'instant dans notre mémoire, s'associer Femmes et Sciences. Parce que les stéréotypes, pourquoi ils sont puissants? Parce qu'ils ont créé des automatismes en mémoire. On est tellement exposé depuis longtemps au fait que la science c'est pour les hommes, que le stéréotype, il a créé cette association dans notre mémoire. Voilà, c'est un automatisme. Eh bien, créons un autre automatisme. Exposons de façon régulière les cerveaux de tout un chacun et tout un chacune au fait que la science, ça va aussi avec femmes. Et là, on va peut-être arriver à avoir un contrepoids également en termes de fonctionnement cognitif. Voilà, c'est un autre exemple de ce que la science sur le sujet peut apporter. Puisqu'on a été cité comme partenaire de l'association Femmes et Sciences, je voudrais en profiter quand même pour rappeler, là on est quand même, bon, Anissa a un positionnement différent, mais c'est quand même des institutions qui sont représentées ici. Il faut quand même dire aussi que si les choses avancent, c'est aussi grâce à des associations, grâce au secteur privé aussi, parfois, pas que, mais parfois. Voilà, donc il faut aussi rendre hommage à toutes ces associations, à des structures locales aussi de médiation scientifique puisqu'on est ici aujourd'hui à la Cité des Sciences. La Cité des Sciences a eu un très beau projet qui s'appelait Hypatia, qui était vraiment très très bien pour justement s'adresser aux filles dès le plus jeune âge, sans les mettre de côté de manière inconsciente ou involontaire. Pour élargir un tout petit peu pas seulement aux stéréotypes, mais à la question de la prise en compte du sexe et du genre dans la recherche. Pourquoi le faire pour l'égalité? J'aurais une première réponse qui serait de botter en touche et de dire que les recherches qui prennent en compte cette dimension de sexe ou de genre, elles sont importantes en soi, déjà, de toute façon. Parce que la recherche en général fait progresser les savoirs. Donc de toute façon, c'est un objectif en soi. Mais aussi, bien entendu, l'égalité est aussi un autre bénéfice de ces travaux. On pense souvent à l'économie, par exemple, ou à l'histoire, mais dans le domaine de la santé, on a fait beaucoup de progrès récemment. On a compris tardivement que l'ostéoporose touche aussi des hommes. Et du coup, on a appris à mieux les prendre en charge, à mieux les diagnostiquer. Donc, ce n'est pas toujours dans le même sens. Inversement, on a compris, là aussi très tardivement, que les signaux de la crise cardiaque, ils sont très différents pour les femmes et pour les hommes. Donc, pendant très longtemps, on est passé à côté de crise cardiaque de femmes parce qu'on avait une approche diagnostique qui était uniquement sur le tableau clinique masculin, alors que le tableau clinique des femmes n'est pas le même. Donc ça, enfin, on soigne mieux les hommes pour une maladie, les femmes pour une autre, et on pourrait décliner beaucoup d'autres exemples. Une incitation à ça, pour revenir à la question de l'incitation, elle vient une fois encore de l'Europe, puisque ce n'est pas seulement au niveau des plans d'action que l'Europe a un effet incitatif. Aujourd'hui, si on veut déposer, si on veut candidater pour recevoir un financement de recherche, il faut, dans toutes les disciplines, vraiment sauf exception, mais c'est minime, il faut aujourd'hui, c'est obligatoire, expliquer de quelle manière on va tenir compte du sexe et ou du genre, sans entrer trop dans la nuance, dans son projet. Et si on ne le fait pas, il faut expliquer. Pour quelles raisons? Par exemple, il y a déjà une recherche qui l'a fait très bien, nous on va avancer sur un autre point, ok. Mais il faut le justifier de manière solide. Pas juste dire « oh, nous on est des maths, on n'a pas besoin ». Et c'est génial, mais en même temps, les progrès, ils seront peut-être pas immédiats, parce qu'il faut se former à ces approches. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas de dire « ah, je vais ajouter une case sexe dans mon tableau de données ». Et après, il faut aussi se former à qu'est-ce que ça veut dire derrière, qu'est-ce que ça implique. Il faut comprendre ces nouvelles données, ces nouveaux résultats. Donc ça, c'est une perspective vraiment admirable, mais qu'il faut accompagner aussi de tout un travail de formation entre les chercheurs. Donc c'est aussi
voilà, faut qu'on ajoute ça derrière. Parce que dans de nombreux domaines, en fait, on a d'abord pensé que la dimension sexe-genre, elle ne se posait pas jusqu'au jour où. La démonstration a été faite que si. Donc il faut vraiment rester très ouvert sur la question. C'est un peu ça finalement le mot-clé, c'est rester ouvert à se dire peut-être qu'il y a un résultat pertinent en termes de sexe et de genre. Et on ne le sait pas à l'avance. Un exemple récent, c'est les biologistes qui travaillent sur les oiseaux. Pendant très longtemps, on a cru que seuls les oiseaux mâles chantaient. Et c'est récemment, et il se trouve que c'est peut-être pas un hasard, mais il se trouve que ce sont des chercheuses qui l'ont mis en évidence, les femelles chantent aussi, mais elles ont un chant différent. Donc on ne l'avait pas détecté précédemment. Donc rester ouvert sur cette question, c'est vraiment permettre plus de connaissances scientifiques, parce que même si la sérendipité a bonne presse, en fait dans la pratique, on a rarement des réponses à des questions qu'on ne s'est pas posées. Oui, alors sur la question du lien entre genre et égalité, en fait, je vais peut-être faire une remarque, c'est pas parce qu'on travaille sur le genre qu'on travaille sur les inégalités. La question des inégalités, c'est aussi autre chose. Sociologiquement, on va travailler sur les inégalités sociales. Il se trouve qu'on peut bien sûr intégrer les inégalités entre les femmes et les hommes, comme entre d'autres catégories sociales. En revanche, ce qui est intéressant dans les études de genre, c'est qu'elles permettent d'objectiver un certain nombre de choses. Alors, historiquement, je vais prendre juste un exemple par rapport à cette question d'inégalité et de genre. Dans mon équipe, là où je suis à Lyon, à l'université Lyon 1, on a un laboratoire qui était un petit peu pionnier sur les questions, on va dire, femmes et sport. Femmes et sport. Et en 1995, on crée le premier gros colloque national femmes et sport sur 3 jours, où là, on a surtout objectivé des inégalités. Inégalité d'accès à la pratique, inégalité dans la gouvernance, inégalité... Enfin, c'était quand même très descriptif d'un tableau. Et c'est 10 ans plus tard, on a fait un autre colloque qui s'appelait « Sport et genre ». Et ça bascule en termes de questionnement. On n'est plus sur l'objectivation d'un certain nombre de choses, on va être sur une volonté de comprendre qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui permet ces inégalités, qu'est-ce qui les autorise en fait. Alors que, comme le disait Anissa, on a tous une vision qui est plutôt progressiste, en disant oui, non, mais c'est important que, surtout dans le sport, vous savez tous et toutes que le sport intègre tout le monde. Hein. On intègre... ah non, on n'intègre pas tout le monde. Enfin, en tout cas, il y a un discours qui dit que le sport inclut tout le monde, alors que les femmes ont longtemps été exclues. Bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire du sport. Mais ce que je voulais dire, c'est que les gender studies, en fait, elles se constituent aussi dans un projet politique, historiquement. Et donc, c'est important à saisir parce que les gender studies, comme les disability studies, comme les Afro-American studies, en fait, quand on fait cette liste des thématiques de recherche nord-américaines, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont historiquement des thématiques qui se sont constituées en thématiques de recherche par les personnes concernées. Sinon la recherche n'existait pas. Sinon, il n'y avait pas de données. Et quand on dit oui, mais nous sommes soumis à des inégalités, le discours à l'époque, dans les années 70-80, c'était de dire mais non, en droit, il y a l'égalité en droit, donc il n'y a pas de problème. Et là, on commence, les personnes concernées commencent à s'interroger. Les personnes victimes de stéréotypes vont commencer à réfléchir sur comment ça fonctionne. Les personnes victimes de discrimination vont objectiver les discriminations dont elles sont l'objet dans l'accès au travail, dans l'accès à un logement, etc., etc. Donc ça, c'est important parce que ça permet, dans ces études de genre, d'avoir des mécanismes, d'accéder non seulement à une description de la réalité, mais d'arriver à une interprétation aussi. Pourquoi ? Parce que si on veut agir en amont, en matière d'éducation, de prévention, de sensibilisation, on a besoin de connaître les mécanismes, on a besoin de savoir comment ça se transmet de génération en génération, comment aujourd'hui encore, alors que quand on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, tout le monde va dire « Ah mais maintenant c'est bon, l'égalité ». Et puis quand on commence à objectiver, par exemple, je passe pas dans le couple, je sors du couple hétérosexuel femme-homme pour aller du côté des colocations étudiantes, où là on va dire qu'il n'y a pas de rapport de pouvoir lié au couple, puisque ce sont des colocations mixtes entre des étudiants et des étudiantes. On s'aperçoit par exemple que les travaux ménagers au sein de la coloc sont inégalement répartis. On va dire, mais donc c'est pas le couple qui joue. La seule variable qui nous permet d'expliquer le fait que les filles vont plutôt faire le ménage plus régulièrement que les garçons, ou plus souvent la vaisselle, ou les garçons qui sont plutôt des créateurs en matière de cuisine. Vous le savez, les grands chefs les cuisiniers sont plutôt des grands chefs. Donc, dans la coloc, le garçon va se dire « c'est moi qui fais les pâtes ce soir ».
Et puis c'est les filles qui vont nettoyer, parce que le garçon qui fait des pâtes, en plus, comme il est créateur, il va utiliser plein de casseroles, il va faire revenir plein de petits trucs. Et en fait, il y a une monstrueuse vaisselle pour faire des pâtes, en fait. Vous voyez, bon, là, je plaisante, mais ça nous amène, en fait, ces études sur le genre, à comprendre finalement le plus ordinaire qui est à la source des inégalités, ou plutôt qui va faire que les inégalités objectives, on va les rejeter comme étant finalement, c'est pas si grave que ça. Ben non, c'est jamais très grave. C'est jamais très grave d'avoir en fin de carrière 500 € de moins que son collègue. C'est pas grave, on n'est pas à 500 € près, vous allez me dire. Mais quand même, si, 500 €, quand on habite Paris, ça permet peut-être de manger un peu mieux si on doit payer un appartement. Je vous remercie. Vous avez parlé de l'exposition de l'association Femmes et Sciences, et elle est présente ce week-end. Vous pouvez la retrouver à l'étage -2, et puis aller voir ces portraits de femmes scientifiques. Monsieur Arbogast, vous avez parlé de l'égalité femmes-hommes en disant si on est réaliste, on n'y est pas encore. Justement, d'après vous, qu'est-ce qui fait que l'évolution est très lente? Et pensez-vous que l'on atteindra une véritable égalité entre les femmes et les hommes un jour? Alors, il y a la réponse un peu méchante, qui est de se dire que quand on fait un peu, on a l'impression d'avoir tout fait. Parce que, voilà, déjà, on a fait un effort, et l'effort coûte un peu. Donc, voilà, la récompense de l'effort, c'est de penser qu'il a été suffisant. C'est humain. C'est déjà mieux de faire l'effort que de ne pas le faire. Mais, donc c'est à la fois méchant et pas méchant ce que je dis, mais en fait, j'ai envie de revenir à des choses qui ont été dites au début, à ce fameux modèle de la recherche qui est implicitement masculin. En fait, il y a aussi une autre évolution de la recherche, et qui est une évolution mondiale, donc c'est d'autant plus difficile d'aller contre, parce que la recherche est très internationalisée dans son fonctionnement. C'est un modèle de recherche qui est de plus en plus structuré par la compétition et une course aux honneurs individualistes. Beaucoup de chercheurs et de chercheuses n'y adhèrent pas individuellement, mais ça ne suffit pas à infléchir la courbe, à infléchir le mouvement. Et cette évolution structurelle, elle est très puissante. Or, cette tendance, elle renforce un modèle de chercheur dont on a parlé tout à l'heure. Anissa l'a très très bien expliqué, ce modèle, qui est implicitement très masculin sociologiquement. C'est un modèle qui correspond à des manières d'être et des objectifs qu'on se fixe, qu'on inculque principalement aux garçons et qu'on inculque beaucoup moins aux filles. Ajoutez à ça qu'on arrive maintenant aussi, puisqu'il y a des progrès quand même qui ont été faits, et pas qu'en France, on arrive maintenant où la marge de progrès supplémentaire, notamment, elle passe par partager les fonctions de pouvoir. Parce qu'à d'autres niveaux, les progrès ont été faits. Et là, ça résiste beaucoup plus. Ouvertement ou de manière plus subtile, par des inerties, par des comportements qu'il faut beaucoup de temps à analyser, mais il y a des résistances. Alors j'ai envie d'être optimiste et de vous dire que oui, on avance dans le bon sens, parce que pour l'instant c'est quand même vrai, c'est au moins vrai en partie, donc c'est quand même, on peut retenir ça. Et je pense sincèrement que beaucoup de jeunes femmes qui sont en train de s'engager dans une voie scientifique vont nous apporter énormément. Et que vous, là, qu'on voit notamment, le monde scientifique va changer de visage grâce à vous. Et nous permettre de développer toujours plus de nouvelles connaissances. Mais le progrès, il n'est pas inexorable. Il y a toujours des retournements possibles, des stagnations possibles. Il y a des disciplines où il y a des retournements. Alors historiquement, la discipline qui montre très bien ça, c'est l'informatique. Jusque dans les années 80, l'informatique, il y avait une part de femmes qui était importante, qui avait commencé à décliner un peu, mais dans les années 80, il y avait encore beaucoup de femmes. Et ensuite, il y a eu un recul spectaculaire. Et il y a peu d'endroits au monde où il y a eu une remontée. Mais aujourd'hui, on n'a même pas 20% de femmes dans les écoles d'informatique et dans les formations en informatique. Et ce n'est pas les spécialisations actuelles au lycée
qui vont infléchir la courbe. Parce que là, c'est au contraire, ça accentue ce repli. Donc, pourquoi tant de temps? Je ne sais pas, mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'il faut continuer à promouvoir les sciences et à promouvoir l'égalité, et surtout pas relâcher les efforts. Merci. Madame Benaïssa, avez-vous un avis sur la question? Ouais, pour compléter très rapidement, pourquoi est-ce qu'il faut autant de temps? Effectivement, il y a ce phénomène d'individualisation de la recherche associé à une forte compétitivité qui fait que forcément ça écarte non seulement les femmes mais aussi les personnes minorisées en général. Mais j'ajouterais aussi qu'en fait, on manque de sous, tout simplement, on manque de moyens. J'ai parlé tout à l'heure des missions égalité femmes-hommes. Après, je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est, donc peut-être qu'on va revenir là-dessus. Une mission égalité femmes-hommes, en fait, c'est une personne ou une équipe, en général une personne, qui est chargée par la présidence d'une université ou la direction d'un établissement d'enseignement supérieur en général, de mettre en place la politique de tout l'établissement sur les questions d'égalité, lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes au niveau professionnel, la lutte contre les violences sexuelles, etc. Et en fait, on a mis en place ces missions égalité femmes-hommes, mais on ne leur a pas donné les moyens de faire ce qu'elles ont à faire. Donc j'ai dit, c'est en général une seule personne qui fait ça pour tout un établissement. Donc ça veut dire personnel enseignant, personnel enseignant, administratif et technique, étudiant, pour une seule personne. Et puis en plus, on a omis de leur donner des sous, voilà, tout simplement un budget de fonctionnement. Alors là, on a des plans d'action, comme on l'a dit, qui ont été mis en place, donc forcément, ça va amener la question des moyens peut-être de manière plus pressante, mais je pense que dans l'enseignement supérieur, on est face à cette question-là de, OK, on doit mettre en place une mission égalité parce que c'est dans la loi depuis 2013, on doit mettre en place des plans d'action parce que c'est dans la loi depuis 2019, mais comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on n'a pas assez de gens pour le faire. Les personnels sont surmobilisés, sont débordés, et puis on n'a pas mis en place de budget spécifique, ni de budget fléché en général, même pas seulement pour une mission égalité, mais aussi dans tous les services, puisque c'est une question qui est transversale finalement. Oui, alors c'est bien que ce que dit Anissa sur la question des missions, même si les missions, pour moi, c'est un indicateur de la réalité globale. Alors c'est vrai, depuis 2013, les premières missions sont créées en 2000 grâce au Fonds social européen. Donc il y a de l'argent qui vient de l'Europe qui va permettre à certaines universités de créer des missions. Par exemple, à Lyon 1, on a bénéficié de ça, puisque c'était à l'époque à l'IEFM, donc à l'INSPE, Michel Zancarini, qui est chargé de mission, qui a pu d'ailleurs créer un fonds documentaire genre Aspasie qui est remarquable. Bon, voilà, l'Europe a joué un rôle dans le fait que ça a pu déclencher dans certains établissements un certain nombre d'initiatives. Ensuite, la conférence que je préside en ce moment a été créée en 2011, elle a 10 ans. En 2011, on était 13 à s'être rassemblés pour dire qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on était un petit peu partout en France. On dit, bon, et puis là, on est 94, 95 adhérents. Donc, vous voyez, on a presque multiplié par 10, pas tout à fait, mais presque. Ce qui traduit quand même aussi, un élargissement de ces préoccupations. Après, je ne suis pas sûr que ça avance si lentement. Enfin, je suis un des plus anciens en France en tant que chargé de mission. Je vois bien qu'il y a eu une accélération dans les 10 dernières années. C'est clair, il y a vraiment eu une accélération. Et ça, il faut le constater. Une accélération qui permet justement d'aborder ces questions d'inégalité de différentes manières. Il y a 10 ans, 15 ans, on était surtout préoccupé par la question qui est comment on va pouvoir amener des filles en informatique, sensibiliser les filles au métier d'ingénieur, etc., etc. Et puis là, on s'aperçoit qu'en fait, on traite tout en même temps. On traite toutes les questions en même temps. Et c'est ça qui me semble devoir être fait. On ne peut pas juste dire on va essayer de faire une animation le 8 mars pour faire venir des filles en études d'ingénieur. Si à côté, toute l'année, il n'y a rien. Donc c'est ça aussi qui se joue dans les missions égalité, c'est la capacité à traiter toutes les questions en même temps, bien sûr avec plus ou moins de moyens, mais bon, là il se trouve qu'on a de la chance, que ce soit à Marseille ou à Lyon 1, d'avoir quand même des moyens, on a des équipes, on n'est pas tout seul, et ça aussi c'est important, mais c'est aussi pour ça qu'on fait les choses, sinon on ne les fait pas, enfin on fait ce qu'on peut. Mais quel est l'effet pervers de l'accélération ? Eh bien, comme toute transformation sociale rapide, ça crée des réactions.
Ça crée des résistances. Et là, on commence à les entendre. Oui, de toute façon, les femmes, il n'y en a que pour les femmes. Et pourquoi les femmes? Et oui, parce que regarde les chiffres. Enfin, ce n'est pas nous qui les inventons, les chiffres. Mais donc, ça crée des résistances, voire des réactions. C'est-à-dire des gens qui veulent revenir en arrière en disant mais et pourquoi la parité? Et pourquoi les quotas? Et en fait, tous les outils qui existent, qui ont été inventés à différents niveaux, dans différents pays, pour différentes raisons, eh bien, tous les outils deviennent des outils qu'il faudrait éliminer. Pourquoi on compare les salaires entre... ça ne sert à rien. Si, ça sert justement pour objectiver. Et on va dire, maintenant, moi j'ai été attaqué là-dessus dans mon université, sur le fait qu'on donne de l'argent pour l'égalité. Je trouve ça génial. Je suis attaqué, en tant que chargé de mission, bien sûr, pas en tant que personne, je suis attaqué pour dénoncer le fait que l'université travaille pour l'égalité. Alors, je trouve ça remarquable, qu'avec les fonds publics, on travaille pour l'égalité. Alors qu'en fait, vous voyez bien que par défaut, ce qui est contenu, c'est laissons l'inégalité en place. Donc ça, il faut l'avoir en tête aussi. Tout combat produit des réactions, des résistances. Et là aussi, dans le débat politique contemporain, on voit bien que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes est loin d'aller de soi. Je voudrais compléter, merci Philippe d'avoir dit tout ça, parce que c'est extrêmement important, les résistances. Les résistances au changement. Alors là, vous le savez bien, on touche à un sujet qui peut être très polémique, parce que tout ça est saturé idéologiquement depuis très longtemps. Et puis, les inégalités femmes-hommes, c'est derrière, effectivement, il y a les stéréotypes, mais il y a des inégalités de pouvoir, quoi. On est dans un rapport de force. Il ne faut pas l'oublier quand même. Et forcément, les résistances pour le statu quo vont être extrêmement fortes. Et des résistances qui vont provenir des deux groupes de sexe, d'ailleurs. Ne nous y trompons pas. Je pense que tout le monde peut avoir beaucoup d'anecdotes sur le sujet. Il y a un certain nombre de femmes, pas toutes évidemment, mais un certain nombre de femmes qui vont se montrer extrêmement virulentes vis-à-vis des actions menées en faveur de la parité. Certaines vont justement dire beaucoup de choses négatives sur ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui en termes de discrimination positive, qui vont pouvoir donner l'impression à un moment donné que des femmes vont être recrutées ou promues, non pas pour leurs compétences, mais parce qu'elles sont des femmes. Comme si, en fait, toutes les femmes qui candidataient étaient nécessairement moins compétentes que les hommes, en fait. Et on repart encore sur le stéréotype et les croyances qu'ils véhiculent. D'ailleurs, sachez qu'il existe des travaux aussi qui parlent de la résistance des femmes qui sont à des positions de pouvoir. Ça s'appelle l'effet Queen Bee, reine des abeilles, qui montre qu'en fait, voilà, certaines femmes qui ont atteint des positions de pouvoir vont résister vis-à-vis des actions en faveur de la parité, parce que ça leur permet de maintenir leur statut d'exception en fait à leur position. C'est que voilà, le stéréotype qui finalement nous dit que les femmes sont moins compétentes que les hommes en sciences, en gros il est vrai pour toutes les femmes sauf pour elles sont des exceptions. Et puis ça leur permet aussi de maintenir leur petit pouvoir finalement. Et donc elles peuvent être beaucoup plus virulentes en freinant la progression des carrières de leurs homologues femmes. Donc ça, c'est un phénomène qui existe. Dans les résistances aussi, on entend souvent dire, d'ailleurs là il y a la parité aujourd'hui dans les intervenants, mais parfois on entend dire que vous, messieurs, vous ne seriez pas légitimes pour venir parler justement de la parité et des actions en faveur de l'égalité femmes-hommes parce que vous êtes des hommes et que justement avec toutes les explications que vous nous faites, certains pourraient ou certaines pourraient vous taxer de faire du mansplaining. Vous savez, vous êtes en train d'expliquer à nous les femmes ce que nous savons déjà parfaitement bien. Mais non, messieurs, vous êtes parfaitement légitimes. Évidemment, et ce que vous avez fait en plus aujourd'hui, ce n'est pas du mansplaining, puisque vous avez donné des informations que beaucoup d'entre nous, hommes comme femmes, ne connaissaient pas. Donc, votre place n'est absolument pas à questionner de quelque manière que ce soit. Mais d'autres encore vont remettre en cause notre légitimité à nous, Anissa et moi, parce que nous sommes des femmes et que si nous sommes là, c'est parce que nous sommes féministes, et féministes, ça va être pris presque comme un gros mot. Et d'ailleurs, bien souvent, moi, dans des conférences, on m'arrête, on me dit « Oui, mais vous êtes féministe. » Attendez, je suis là d'abord devant vous. Je suis scientifique et je suis en train de vous présenter des résultats d'études scientifiques. Mais non, on me disqualifie parce que je suis une femme.
Alors que quand c'est mon collègue Pascal Huguet, avec qui je travaille depuis 20 ans sur ce sujet-là, quand il présente nos travaux sur les stéréotypes de genre, personne ne va le taxer de féministe ou de personne engagée. Tout le monde va évidemment bien garder en tête le fait qu'il est chercheur. Alors que moi, je vais devoir justifier de mon statut de chercheuse sur le sujet. Voilà, donc hommes et femmes, on est tous et toutes légitimes pour parler de ce sujet, et même notre place est absolument indispensable. Voilà. Et pourtant, les résistances sont bien là. Je vous remercie beaucoup. On va peut-être maintenant passer aux questions du public. Donc, avez-vous des questions à poser en général ou directement à un des 4 intervenants? Le temps que le micro arrive à destination. Alors déjà, merci pour cette table ronde. Et moi, j'ai lu dans la presse que la crise sanitaire a retardé de 34 ans l'égalité homme-femme. Et je voudrais savoir si vous avez des éléments pour comprendre ce reculement de l'égalité homme-femme. Très vite, hein, là, j'ai pas retravaillé là-dessus, mais par exemple, le premier confinement a fait apparaître des inégalités dans la répartition sociale. Je parle de couples mariés avec enfants, par exemple, dans lesquels une femme pouvait être chercheuse, par exemple. Eh bien, quand on était confiné, il fallait s'occuper des enfants. Même si les deux du couple étaient là, mais là aussi, sociologiquement, on sait que l'engagement pour les tâches du foyer et les tâches liées aux enfants, notamment en bas âge, sont plutôt dévolues aux femmes, et que la question du temps disponible a explosé. A contrario, vous comprenez bien que dans un rapport comme ceci, si on est dans un couple hétérosexuel avec enfants et que c'est la femme qui s'occupe plutôt des enfants et que je suis enseignant-chercheur, je vais dégager du temps. Et donc on a pu constater effectivement des inégalités en termes de publication. Non seulement des articles soumis, parce qu'il y a eu des travaux qui ont porté au niveau européen et même au niveau international sur ces questions, il y a eu plus d'articles publiés par des hommes, mais aussi plus d'articles soumis par des hommes. Donc ça traduit le fait que dans cette configuration spécifique du confinement qu'on a retrouvé avec différentes variations à l'échelle de la planète, ça s'est traduit concrètement par un renforcement des inégalités d'accès à la publication. Voilà, je prends juste cet exemple qui permet d'illustrer en fait ce recul. Un autre exemple de renforcement des inégalités pendant son mandat, c'est toutes les lois, je vais aller droit au but. On va parler de Parcoursup et de la LPR. En fait, il y a eu récemment, par exemple, Le Monde a fait un article sur le fait qu'à cause de Parcoursup, les filles en terminale avaient de moins en moins tendance à choisir les filières mathématiques. Et ça, c'est typiquement un effet pervers de cette loi, mais qu'on n'a pas vu venir, ou en tout cas qu'on a essayé de ne pas voir venir, parce qu'il y avait eu des tribunes à l'époque, mais bon, elles n'ont pas été prises en compte. Et la même chose pour la LPR du côté des enseignants-chercheurs. En fait, on se rend compte que la politique de Frédérique Vidal, elle est de plus en plus vers un cloisonnement de l'accès à l'enseignement supérieur et à la recherche, aussi bien côté étudiants qu'enseignants-chercheurs. C'est-à-dire qu'on va vers, comme tu l'as dit, plus de compétition, plus d'individualisation, un accès moins facilité à l'enseignement supérieur, parce qu'on est en train de parler là de frais d'inscription, etc., etc. Et en fait, toutes ces mesures-là, elles ont des effets sur les personnes déjà minorisées, donc les femmes, les personnes non blanches, etc., etc. Sauf qu'elles ne sont pas vues comme telles. Mais en fait, on se rend compte que si on veut plus d'égalité à tous les niveaux dans l'enseignement supérieur et la recherche, il faut aussi construire un enseignement supérieur et de recherche qui soit plus égalitaire tout court, en fait, qui soit plus accessible, qui permette à tout le monde d'avoir sa chance. Et ça, c'est quelque chose qui est décloisonné, qui est très cloisonné, au niveau de la ministre, puisqu'on a d'un côté ces lois-là, et de l'autre, elle va nous proposer des mesures pour l'égal accès, par exemple la transformation de la fonction publique ou le plan d'action national contre les violences sexuelles qu'elle a présenté en octobre dernier, mais qui sont vues comme deux choses très différentes, alors que pas du tout. J'espère que je suis assez claire dans ma réponse. Merci beaucoup. J'ajouterais peut-être juste un point aussi sur le
Une autre inégalité qui a joué, que ce soit dans le travail ou dans les foyers, c'est la répartition du travail émotionnel. Il y a ce qu'on appelle, alors ce mot anglais qui est le care, cette manière de s'impliquer dans le souci des autres. Ça a été très, très éprouvant pour tout le monde, le confinement, et l'ensemble de la période Covid dont on n'est pas encore sorti. Il y a eu des périodes particulièrement dures à vivre, et que ce soit au sein de la famille ou bien des enseignants, chercheuses vis-à-vis des étudiants et étudiantes qui étaient en souffrance, par une socialisation différente des femmes et des hommes, ça a beaucoup plus été des femmes qui ont pris en charge ces souffrances-là, mais du coup au détriment aussi de leur propre engagement dans la recherche ou dans leur travail, parce que ça prend du temps et ça prend de la ressource. Merci beaucoup. D'autres questions ? Vous avez parlé tout à l'heure du fait que c'était important du coup de parler de plusieurs sujets en même temps, d'avoir plusieurs actions en parallèle et de ne pas se contenter d'une seule action. C'est vrai que là du coup on a réussi à organiser un gros congrès entièrement centré sur la question des femmes en sciences. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres discriminations en fait qu'il faudrait résoudre en parallèle? Et est-ce que c'est vraiment possible de résoudre les problèmes de la place des femmes dans les sciences si on ne parle pas aussi de la place des étrangers, de la place des religions, de la place de toutes les autres formes de discrimination qui existent aussi en fait et qui s'expriment aussi dans les sciences? Et est-ce que le fait de parler que du sujet des femmes, est-ce que ça risque pas aussi de trop restreindre le sujet? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'élargir aussi un petit peu à votre avis? Ça, il faut poser la question aux organisateurs, hein. Parce que là, on est venu parler, le terme c'est femmes en sciences, hein. Donc après, c'est aussi, ça fait partie des résistances, des arguments de résistance. Oui, mais on ne va pas s'occuper des femmes alors que la planète brûle. Ah si, il faut s'occuper à la fois de la planète qui brûle et des inégalités entre les femmes et les hommes. Enfin voilà, si on est à l'échelle de la planète. Et après, dans chaque pays, bien évidemment, moi je travaille sur l'inégalité, sur les inégalités. Quel que soit, alors en ce moment je suis chargé de mission égalité diversité, je ne vais pas faire ça toute ma vie, je n'ai pas fait ça toute ma vie, j'ai travaillé sur d'autres types d'inégalités, de discrimination, et bien évidemment, je suis attentif à votre remarque, il faut faire attention à ne pas se focaliser, sauf que en se focalisant sur une inégalité ou sur un type de discrimination, on sait bien qu'on va être aussi plus efficace parce qu'on va produire de la connaissance. En revanche, et là j'ouvre sur un document qu'on a produit au mois de décembre, d'ailleurs Anissa a été actrice de ce document, on a produit avec la conférence des chargés de mission égalité et l'agence française des managers de la diversité, on a produit un kit contre les discriminations dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et sur ce principe, le principe qui fonde ce kit, ce guide, il est justement d'avoir une approche globale et de ne pas être dans le cloisonnement des discriminations, pour avoir à la fois une réflexion qui permet de comprendre ce qu'est une discrimination, comment elle se produit, etc. Et puis après, comment elle s'actualise par rapport à des critères spécifiques. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut penser. Penser la globalité du mécanisme de création des inégalités et agir spécifiquement sur chacune des inégalités, là où on peut intervenir. Oui, et j'ai envie de vous dire que la recherche scientifique sur le sujet, elle n'est pas cloisonnée en fait. On s'inspire beaucoup de travaux qui nous viennent des États-Unis, parce que figurez-vous qu'ils sont un peu précurseurs quand même sur ce sujet, même si on a l'impression qu'il y a un décalage parfois entre ce qu'on entend aux informations et ce qu'on connaît de la société américaine, mais en tout cas au niveau scientifique, ils sont très très avancés sur ces sujets-là. Et il y a une équipe qui est dirigée par Patricia Devine, qui a mis en place un modèle d'action qu'elle a appelé « Breaking the Habit », c'est-à-dire casser les habitudes, parce qu'elle considère que les stéréotypes sociaux, que ce soit les stéréotypes de genre, alors pardon du terme puisqu'on est aux États-Unis, mais les stéréotypes de race, etc., eh bien, ce sont des automatismes et que l'on peut arriver à les casser, à les contrôler, d'accord ? Eh bien, justement, cette action, elle est très concrète, elle a été mise en place et testée au sein des universités américaines. Il y a aujourd'hui une quinzaine de publications sur le sujet, où il s'agit justement de former les enseignants-chercheurs, les chercheurs,
pour leur faire, d'une part, premièrement, prendre conscience de l'existence de ces automatismes, parce que les stéréotypes fonctionnent tous de la même manière, hein, que ce soit les stéréotypes de genre, les stéréotypes liés à l'origine sociale, à l'origine culturelle, liés au vieillissement, etc. Ils entraînent tous les mêmes automatismes, ils sont soumis donc au même fonctionnement de la mémoire, qui peut donc, dès lors que l'automatisme a été réactivé, nous orienter, nous influencer dans nos perceptions, dans nos décisions et dans nos comportements. Donc, première chose, faire prendre conscience de l'existence de ces automatismes bien ancrés en mémoire. Deuxièmement, leur expliquer comment ils fonctionnent et comment ces automatismes sont de nature à nous influencer à notre insu, y compris malgré nos convictions. Et ensuite, justement, les amener à utiliser des stratégies pour essayer de contrôler ces automatismes, notamment dans les réunions, notamment dans les comités, dans les jurys de sélection, etc. Et ces actions se soldent par des effets bénéfiques, que ce soit au niveau du recrutement des femmes, au niveau aux États-Unis en sciences, ou au niveau d'ailleurs des recrutements des Afro-Américains, des Hispaniques dans des positions élevées à l'université. Donc on s'inspire de cela en France justement pour sensibiliser les membres de nos jurys de sélection. Donc actuellement, effectivement, on le fait plus sur les stéréotypes de genre, parce que comme le disait Philippe, pour l'instant c'est vrai que, en tout cas en France, les inégalités les plus flagrantes sont à ce niveau-là. Alors, Voilà. je vais quand même prendre une publication qui est sortie récemment, la semaine dernière, un observatoire national des discriminations dans l'enseignement supérieur qui s'est constitué à l'université Gustave Eiffel, qui a produit une enquête en testing, hein, c'est-à-dire que là aussi c'est des CV qui modifient une variable mais qui sont du même type. Et en fait, ils ont fait apparaître que des personnes qui pour rentrer en master, donc qui demandaient une information pour rentrer en master, avaient plus de risques qu'on ne leur réponde pas s'ils avaient un nom à consonance nord-africaine. Donc prénom et nom d'origine nord-africaine, les enseignants prenaient moins le temps de répondre. Voyez, alors après, ils l'expliquent parce qu'ils n'ont pas le temps, mais tout d'un coup, la question est vraiment intéressante. Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre le temps, alors qu'on reçoit une information en tant que responsable de formation, qu'on va prendre le temps de répondre à des personnes qu'on ne connaît pas, et qu'on prendra moins le temps de répondre, sans même en avoir conscience, qu'on va mettre de côté des étudiants qui, justement, ont un nom à connotation nord-africaine. Voilà, on ne sait rien d'eux, si ce n'est qu'ils s'appellent de telle manière. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est justement ce qui nous renvoie à des choses qui nous échappent. Merci beaucoup. Nous allons arriver, malheureusement, au terme de cette table ronde. Je souhaitais vous remercier d'y avoir assisté et d'avoir posé vos questions. Et merci à vous d'être venus et d'avoir passé cette heure et demie avec nous à discuter de cette problématique. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. La prochaine conférence sera à 11h15, si je ne me trompe pas. Pas de 11h15 la prochaine conférence ? 11h30. 11h30. Super, merci. Donc rendez-vous dans une demi-heure. Merci pour tout.